costume là. Ça, vous m'entendez? Ouais, j'ai réalisé des séries Godzilla, mais pas, évidemment pas toutes. Quelques séries. Ah, voilà. Qui aujourd'hui est un historien qui est absolument partout. D'ailleurs, si vous n'avez pas du tout envie de les voir à la télévision, vous pouvez aussi les regarder sur YouTube, sur les chaînes officielles. Et donc c'est vraiment un des leaders de la comédie en dessin animé. Zillam, c'est aussi une boîte toute petite avec seulement 190 pays où tous ces dessins animés sont diffusés, 25 séries avec toujours des séries en cours, avec des nouvelles saisons, dont un épisode qui va vous être offert à la fin de cette conférence, une centaine de diffuseurs et plus de 40 milliards de vues sur les chaînes de YouTube. L'un des premiers succès, c'était Les Zinzins de l'espace, dont on en avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la première série qui a cartonné aux États-Unis et qui a permis à Zillam vraiment d'avoir sa carte de visite en tant que créateur de slapstick, il me semble. Enfin, sauf si... Oui, enfin, tout est parti avec ça. Je le disais un peu rapidement tout à l'heure, mais avec Jean-Yves Rimbaud qui a créé ça pour le studio Zillam. Et avec cette idée de... En fait, on était dans le dessin animé à l'époque, dans quelque chose d'un peu tranquille. On disait qu'on faisait plutôt... les dessins animés étaient faits plutôt pour rassurer les parents. Voilà, et Nickelodeon s'est lancé en 1990-91 aux États-Unis avec un slogan assez génial qui était la télé interdite aux parents. Voilà, il y avait cette idée qu'il fallait parler aux enfants, qu'il fallait y aller avec l'insolence des enfants. Eux, ils ont créé Ren et Stimpy, et nous, en fait, très influencés par cette référence, Jean-Yves a proposé Les Zinzins de l'espace. En 80, le premier dessin date de 1994 de mémoire, 93, donc il y a assez longtemps. Et c'est la grande aventure de Zillam qui commence avec Les Zinzins de l'espace, auquel a participé Hugo, parce que ça fait plus de 25 ans qu'on bosse ensemble, puisque Hugo a pris la suite de Jean-Yves Rimbaud sur tout le chara-design à l'époque sur les Zinzins notamment. Ouais, moi, Jean-Yves Rimbaud m'avait contacté en tant que jeune outil pour... voilà, je me rappelle, j'avais passé un test dans tout premier logo de Gaumont, de Tchènia à l'époque. C'était Jean-Yves qui m'avait recruté. Voilà, j'étais hyper content, c'était un des premiers dessins animés sur lesquels je bossais. Et donc sur la première saison des Zinzins, j'ai fait la création des personnages secondaires. Donc pas les personnages principaux qui sont la création de Jean-Yves Rimbaud. Et après, effectivement, Jean-Yves Rimbaud n'a pas travaillé sur la série elle-même, sur tous les épisodes. C'était une équipe de caractère designer qui s'occupait de faire ce qu'on appelle les corps. On verra tout à l'heure, c'est-à-dire dessiner les personnages sous tous les angles, donc un aspect un peu plus technique de dessin. Et aussi la création de tous les personnages secondaires, on voit, puisque le concept des Zinzins, c'est donc ces aliens qui sont planqués dans une maison, et à chaque fois, il y a des invités qui viennent squatter cette maison, et donc ces invités étaient designés et créés par Arcambois en l'occurrence. Oui, et à chaque fois, il fallait créer un nouveau personnage totalement loufoque, de plus en plus fou, et c'est vraiment le challenge, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours pareil en supervision avec le réalisateur. Marc jetait aussi un œil un petit peu comme ça de patriarche sur le truc. Donc Marc était quand même vachement impliqué quand même dans la supervision de la série, quoi. Donc effectivement les designs étaient créés, supervisés par les réalisateurs. Marc les voyait aussi. Et voilà, l'idée c'était effectivement de coller au scénario et d'essayer de trouver des dessins le plus rigolos possible, quoi. Ouais, parce que le truc intéressant, c'est que bon, vous avez plein de types de design, et ça c'est une série plus récente où c'est plus mignon, c'est plus typé 2D kawaii. C'est plus preschool là déjà. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est pas juste des personnages un peu loufoques, un peu cracra parfois. Enfin, il y a un peu ce côté rebutant pour les parents aussi qui fait plaisir aux enfants. Vous avez vraiment tout plein de styles très différents. Et donc la série dont on va parler en premier, c'est Oggy les cafards, puisque c'est l'un de vos premiers gros succès. Et c'est aussi la dernière collaboration de Rimbaud en fait, parce que donc il va faire le chara-design
et malheureusement ensuite va aller dans un monde meilleur, si je ne me trompe pas. Oui, Jean-Yves nous a quittés en 98, avant même qu'on termine le premier épisode de la série, mais il est à l'origine de l'univers et je l'avais, après le succès des Zinzins, je lui avais demandé d'imaginer une nouvelle série qui serait un peu le Tom et Jerry de l'an 2000. Il était revenu avec cette idée incroyable qui inversait. En fait, c'est pas le chat qui poursuit la souris, c'est les cafards qui pourrissent la vie du chat. Alors, les cafards, pourquoi les cafards? Parce que ensuite, on a la hyène et une sirène et un requin, donc c'est toujours des trios, des couples, des associations un peu bizarres. Ça vient d'où toutes ces idées? Peut-être, bon, le principe du cartoon à la base, c'est l'opposition entre le protagoniste et l'antagoniste. Donc c'est a priori, le classique, c'est deux personnages qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et donc, suite à ces objectifs contraires, entrent en confrontation, ce qui amène la plupart du temps, entre guillemets, bagarre, course-poursuite et évitement et tout ça. Donc c'est vrai que la base, par exemple, Doggy, même si c'est contraire, c'est assez la même logique que Tom et Jerry, fondamentalement. Et c'est vrai que dans Zig et Charcot, on a un petit peu complexifié le truc en ajoutant une troisième bande au billard avec cette hyène qui veut manger cette sirène qui est protégée par le requin. Donc voilà, c'est un peu plus... ça a étoffé un petit peu plus les histoires. Aussi parce qu'avec le temps, le slapstick qui était à la base ce qu'on appelle un peu péjorativement une usine à gag, est devenu aussi un peu plus complexe en termes d'histoire. C'est-à-dire qu'on essaie comme de raconter des histoires entre les personnages qui vont amener évidemment beaucoup de gags et beaucoup de comédie, mais on essaie quand même de raconter des vraies histoires derrière. C'est pas juste une suite de gags comme peut-être on pouvait le voir dans certains cartoons plus anciens où on avait vraiment un principe de base très très simple, opposition protagoniste-antagoniste. Et maintenant on essaye, bon, par exemple dans Zig et Charcot, on travaille beaucoup la relation entre Marina et Charcot, qui est vraiment sur lesquels on peut travailler des thèmes un peu plus complexes. Donc ça nous fait le fond de l'histoire, on va dire. Et par-dessus, évidemment, ces histoires, évidemment, sont sujettes à faire des gags, mais à la base, on a quand même un vrai petit scénario là derrière. D'accord, donc c'est pas juste du slapstick pour du slapstick, c'est pas juste une accumulation de gags de façon continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idées. C'est ça, on essaie quand même de construire des vraies histoires, avec des vrais thèmes, par exemple un pitch, on l'a répété tout à l'heure, mais un pitch, c'est-à-dire la première partie de l'histoire quand on invente une histoire. Moi j'aime bien travailler avec, on expose le thème de l'histoire, qui est vraiment le thème sur les personnages, on expose l'arche des personnages, et ensuite on expose le setup, c'est-à-dire le démarrage, et après on expose l'arche des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, quand la première idée qu'on pose pour un pitch, on ne parle pas vraiment de gag en fait. On ne commence jamais à parler de gag. Le gag c'est tellement évident, il va y en avoir que ça va se travailler après. Donc la première étape d'une histoire, c'est vraiment dire ok, qu'est-ce qu'on raconte avec le personnage vraiment quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une histoire sur, je sais pas, la jalousie? Est-ce que c'est une histoire sur faire une bêtise et avoir peur de le dire? Donc il y a toujours des thématiques véritables derrière. Donc, voilà, c'est ce que... D'accord. Donc en fait le slapstick c'est plutôt on va dire le genre général. Et ensuite, Dylan fait différentes variations dessus et fait des choses de plus en plus profondes, on va dire, sur le slapstick. Le slapstick, c'est un art narratif très très ancien. Ça remonte à la Commedia dell'arte au XVIe siècle. C'est très vieux comme art ancien. C'est un art très universel. C'est un type de comédie qui fait rire le monde entier parce qu'il fonctionne sur le principe du bourreau et de la victime. Il a été transformé de façon spectaculaire par la tradition du muet, les Buster Keaton, les Charlie Chaplin, les Harold Lloyd, tous ces grands réalisateurs du muet ont beaucoup travaillé et commencé à établir. Vous regardez un Buster Keaton aujourd'hui, les Tex Avery ou les dessins animés, les Olivier les cafards, etc. C'est incroyable parce qu'on a l'influence, en fait, comme il y a déjà toute cette grammaire en place à cette époque-là, et ce sont des acrobates, parce que ce qu'ils font avec leur corps, ça relève du cartoon. Voilà. Et puis évidemment l'âge d'or américain des années 40, 50, 60. Et nous, c'est en fait un art qui s'est perdu dans les années 70, les Américains ne se sont plus intéressés à ça, parce qu'à partir du moment où la télévision a pris le pouvoir sur l'animation aux États-Unis, en télévision, c'est le scénariste qui a le pouvoir, pas le réalisateur. C'est très important de bien comprendre cette différence-là. Et à partir du moment où le scénariste prend le pouvoir,
et ben, la plupart des scénaristes américains ne sont pas des gens qui viennent du visuel, du dessin, et c'est des gens qui aiment écrire des dialogues. Donc l'idée du slapstick muet n'intéresse plus du tout les gens qui décident aux États-Unis dans la télévision. Toute l'idée de Xylam a été de se reconnecter, de réinventer ce savoir-faire, c'est-à-dire de remettre la réalisation et la comédie au cœur de notre métier. Et des gens comme Hugo, comme Olivier Jean-Marie, comme Charles Bressel, Andrés Fernandez plus récemment, etc. Il y a toute une génération de talents qui ont enrichi en fait cette grammaire et ce vocabulaire. Et l'idée, moi j'aime bien Zig et Charcot parce que c'est vraiment un décalage. C'est au lieu d'avoir l'antagoniste principal, comme tu le disais, en introduisant un tiers avec Zig et Charcot, on est dans quelque chose de plus sophistiqué qui permet d'avoir quelque chose de moins systématique. Alors c'est pas Bibi et Coyote, c'est pas toujours le même antagoniste, mais ça permet une variation infinie en fait des relations et de travailler la notion relationnelle, presque émotionnelle entre les personnages. Alors justement, les personnages, c'est vraiment le point focal, parce que c'est l'élasticité du personnage qui fait que ça devient drôle. Parce qu'il est tout le temps déformé, il est tout le temps finalement violenté, il explose dans tous les sens, il arrive des tas de trucs. Donc d'où viennent ces personnages? Parce que là, vous avez dit, c'est l'inversion de Tom et Jerry, mais pourquoi des cafards? Pourquoi des cafards viendraient emmerder ce pauvre Chableux? Qu'est-ce qui lui arrive à ce Chableux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que dans l'esprit de Jean-Livre, on peut dire que les cafards c'était plus moderne que la souris. Ça représentait plus incarné la ville. Olivier Jean-Marie avait une très bonne. J'aimais bien ce qu'il disait Olivier quand il parlait des cafards. Ils incarnent la tracasserie quotidienne, les emmerdements. Qu'est-ce qu'on serait heureux si le monde n'est pas nous emmerder tous les jours avec plein de petites choses. Et les cafards, ils incarnent ce truc un peu sournois, un peu mesquin, un peu planqué, mais qui vraiment vient pourrir un peu la vie quotidienne. Alors évidemment, nous on en fait des objets de comédie, des personnages un peu haut en couleur, et puis voilà, il y a déjà le trio, la notion du trio à l'œuvre, qui permet là aussi d'être moins systématique dans l'antagonisme. Ouais, non, mais après, comme tu parlais de l'aspect un peu des personnages qui sont martyrisés, etc. Ouais. Donc c'est vrai que le cartoon, il y a une espèce de violence quelque part. C'est un peu jouissif en fait de les voir. Ouais, c'est la partie régressive de ce genre en fait, qui effectivement, c'est toujours drôle quand quelqu'un se vautre par terre. C'est ça, c'est le truc universel. C'est le truc universel, c'est un peu méchant. Donc effectivement, le cartoon ne masque pas ce côté un peu méchant de la nature humaine. C'est un peu comme ça, donc c'est le côté un peu régressif. Alors évidemment, nous, on travaille toujours ce truc. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes auteurs et à mes storyboarders une baffe, par exemple, une simple baffe, c'est quelque chose de très quotidien finalement, et quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut vivre ou même avoir vécu éventuellement dans la vie, et c'est quelque chose de trop réaliste pour nous, quoi. Nous, la violence, quelque part, on l'exacerbe et on la tourne en dérision en faisant justement des gestes incroyables, des écrabouillements complètement irréalistes. Rien n'est réaliste, rien n'est possible dans la vraie vie, quoi. Et surtout, pour moi, le cartoon, il y a un truc de la résilience, parce que les personnages ont beau être tout le temps écrasés, ils s'en sortent toujours. Il n'y a jamais de véritables conséquences. C'est-à-dire qu'ils reviennent toujours à l'attaque. Zig, il a beau se faire tout le temps écrabouiller par Charcot, il revient toujours à l'attaque, il essaie toujours. Donc on s'en sort toujours, quoi. Et une espèce de message quand même positif derrière, c'est ok, la vie, on se prend des baffes, mais on s'en relève toujours, quoi. Il y a un truc comme ça qui est intéressant, je trouve. Et donc c'est voilà. Après, il y a un côté transgressif dans le cartoon. Ça c'est le côté régressif, mais le côté transgressif, c'est que le puissant devient la victime et la victime devient le bourreau. Et ça c'est un truc qui est souvent, l'inversement, il est souvent joué dans ce sens-là. Et donc il y a aussi quelque part quelque chose d'assez positif là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais de position de puissance éternelle ou absolue, quoi. C'est-à-dire qu'un faible peut toujours asticoter le puissant. Je ne sais plus d'ailleurs si Tom et Jerry, qui est la souris, j'ai jamais été dessus. C'est qui la souris? C'est Jerry, voilà. Donc, Jerry la souris. C'est le petit, c'est le faible, mais bien plus inventif et malicieux et quelque part du coup puissant que le chat, qui est plutôt finalement le puissant mais la victime. D'accord. Du coup, ensuite, pour chaque épisode, même chose, il faut inventer de nouveaux personnages secondaires, il faut faire tout
un travail de création visuelle pour que ce soit comique à l'image et que ça corresponde aussi au scénario, c'est bien ça? Ouais, bah c'est la raison pour laquelle, quand tu citais les réalisateurs de Xylam, on est tous des dessinateurs à la base. D'accord. Moi, je suis un dessinateur à la base, et après j'ai fait d'autres choses, du storyboard, de la réalisation, de l'écriture des scénarios. Mais à la base, la plupart des gens qui bossent dans le cartoon sont des gens de l'image, quoi. Et moi, au scénario, maintenant je fais beaucoup de direction d'écriture, j'aime bien travailler avec des gens qui sont à la base dessinateurs, parce que c'est... Quand on écrit une histoire, il faut quelque part la dessiner dans sa tête déjà, quoi. C'est tellement visuel qu'il faut qu'on ait une écriture extrêmement visuelle. Donc effectivement, un dessinateur a toujours quand même plus ou moins en tête ce qui se prépare à dessiner. Tout du moins, je pense qu'on est entraîné, notre cerveau est entraîné à avoir des images mentales. Et c'est vrai que c'est un vrai plus dans l'écriture des scénarios de cartoon. Et après, évidemment, quand il s'agit de dessiner, oui, là, on travaille avec des dessinateurs. Et comme je t'ai entendu dire tout à l'heure, on a des écoles incroyables, on a des artistes incroyables en France. Et évidemment, on se gêne pas pour travailler avec tous ces jeunes talents, quoi. Mais sur les personnages, je dis souvent à ceux qui viennent proposer de travailler dans le cartoon, etc., je leur dis le gag n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'empathie qu'on crée sur vos personnages. Ouais. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est spectaculaire parce qu'on a fait plus de 500 épisodes, mais arriver à créer des histoires avec 500 histoires de 7 minutes chacune autour d'une même grammaire, du même personnage, de la même dynamique, si on ne veut pas dans une répétition stérile, il faut avoir un personnage très puissant, avec une caractérisation, vraiment beaucoup d'empathie. Moi, le succès de Guy, je pense qu'il vient aussi beaucoup de ce que le spectateur, il adore ce personnage-là. Il a un charme des victimes, il est capable de s'énerver, de s'agacer, mais il a ce côté victime, et puis il est charmant, un personnage débonnaire. Il a été dessiné par Jean-Yves avec ce côté matou, extrêmement sympathique, et d'ailleurs, bien sûr, il est anthropomorphique en ce moment, en ce sens qu'il fait des choses, il a des activités humaines, mais fondamentalement, surtout dans les premières saisons, on le voyait beaucoup sur son coussin, il miaule. Il y a ce côté matou qu'on aime beaucoup. C'est vraiment la réussite d'un design, c'est très spontanément quelques dessins très schématiques, parce que ça doit être schématique pour que ça puisse être animé, arriver à susciter une curiosité, quelque chose qui nous attache. C'est un peu pareil pour dans Zig et Charcot, par exemple. Charcot qui est censé être la grosse brute qui expose toujours Zig. En fin de compte, c'est un gros dur au cœur tendre, Charcot, quoi. On travaille vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est presque vraiment, et de loin, je pense, le plus émotif des personnages de la série, qui est effectivement un gros costaud, mais qui va pleurer aux larmes très très rapidement. Bon, déjà, il est amoureux éternellement de la sirène et il en pince pour elle de manière tellement forte qu'il est complètement gaga d'elle. Mais sur plein d'aspects, on a vraiment travaillé cette opposition entre le côté un petit peu muscle macho, mais aussi finalement il n'est pas du tout comme ça en vrai, quoi. Il est beaucoup plus sensible que ce qui nous paraît. Et ça, c'est vraiment tout un aspect de caractérisation qu'on travaille aussi bien au scénario qui se traduit après en image, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est plus un gros gentil. Enfin, c'est plus un du gros début, gentil. que c'est J'aimerais bien que ce soit mon un pote, coussin, quoi. Faut pas trop le pousser quand même. Hein. Ouais, non, mais ce serait mon pote. D'accord. Et alors, la hyène, pourquoi que fait cette hyène sur l'île La hyène, elle incarne le désir insatisfait. D'accord, la hyène, c'est vraiment le désir insatisfait, c'est ce personnage qui, voilà, et Marina, c'est une espèce de fantasme, de cet objet qu'on désire, qui est inaccessible. Et alors pourquoi une hyène, je ne saurais pas, c'était Olivier, effectivement. Olivier Jean-Marie qui avait créé la série, qui était venu avec je crois que c'était son rire peut-être. Je crois que j'ai peut-être... Oui, il y a son rire, ça vient de son rire. Le côté rire, je pense que je me demande s'il n'avait pas un peu un rire de hyène lui-même, Olivier Jean-Marie. Oui, c'est pas Il n'y avait pas un truc comme ça? Oui, non, il y avait un truc. Parce que Olivier Jean-Marie s'identifiait vachement à Zig. D'accord. Hein, c'est ça? Ah bah... Hein, c'est ça. On va raconter l'anecdote de la différence entre la première et la deuxième saison. Oui. Oui, c'est vrai. Bon alors, les personnages, on a bien vu que c'était le cœur, parce que c'est ceux qui vont porter la série.
ceux avec qui on va s'identifier, avec qui on a un attachement émotionnel. Mais ensuite, il faut écrire des gags avec. Et alors, la grande question, c'est quand tu écris des gags, ça vient tout de suite comme ça avec des lignes entières de description ou comment ça se passe dans ta tête? Alors déjà, ça se passe pas que dans ma tête. Ah, d'accord. Ça se passe dans la tête de tout un groupe en fait, parce que le scénario, c'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. Et on a des équipes, donc on a un directeur d'écriture qui travaille en étroite collaboration avec le réalisateur. Donc avec Zilam, c'est vraiment complètement imbriqué, quoi. C'est que le réalisateur ne reçoit pas le scénario tout fait sans être du tout impliqué. Donc on a vraiment cette espèce de duo qui est très fort, réalisateur, directeur d'écriture. Tout comme il y a d'autres duos très forts comme le réalisateur et chef storyboard par exemple. Bon, bah, le duo réalisateur, directeur d'écriture est un duo important. Donc déjà il y a énormément d'échanges et on fait énormément de réunions avec les auteurs. Ou tout simplement on se raconte les histoires et on essaie de se faire marrer, quoi. Donc déjà ça aide un petit peu de ne pas être tout seul dans sa tête pour trouver les gags, parce qu'on essaie de faire marrer les copains, quoi. Donc là c'est le premier truc. Et puis voilà, on a 3 étapes clés dans la fabrication d'un scénario, donc qui amènent à l'aboutissement final de tout, comme tu disais, toute l'idée de l'histoire détaillée. C'est moi j'aime bien toujours parler on est à différentes distances de l'histoire, quoi. Le pitch, c'est donc une demi-page. On est assez loin de l'histoire, on a globalement un petit peu la promesse de l'histoire, mais on n'a pas de structure vraiment. On a comme j'ai dit tout à l'heure, la thématique principale. On a le setup, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le déclenchement de l'histoire, qui est en général dans l'acte 1. Et puis après, on a l'arche des personnages, tout ça. Mais en gros, on a quand même une promesse d'histoire, mais on n'a pas. Voilà. Après, on fait le synopsis qui là commence à structurer, et là on commence à se rapprocher un peu de l'histoire. Et là, on commence à parler structure de l'histoire. Donc tout ça, c'est fait en collaboration avec le scénariste, le directeur d'écriture et le réalisateur. C'est un travail d'équipe, quoi. Et donc on fait des V1, on fait des V2, on fait des V3, on fait des V4, des V5, et on fait plein de versions. Voilà. Avant que on soit content. Donc il ne faut pas croire que c'est l'auteur qui est dans une espèce de tour d'ivoire comme ça, avec sa chasuble et sa plume d'oie, et qui écrit dans une inspiration divine comme ça, ces gags formidables. Qui dit mais pourquoi personne ne me comprend. C'est pas du tout la manière dont on travaille et dont on aime travailler. On est dans une logique de studio et on aime travailler comme ça, quoi. On aime travailler en équipe, on aime se faire marrer les uns les autres, et on aime être dans des ambiances un petit peu détendu aussi, quoi. C'est-à-dire que quand on est en réunion, faut pas que ça soit crispé. C'est-à-dire que si tu veux que des idées viennent, il faut pas se crisper, quoi. Il faut pas avoir peur de dire des conneries, il faut pas avoir peur de dire... en général, il y a un truc qui marche bien, c'est-à-dire j'ai une idée, je crois que c'est nul, mais je vais quand même la dire. Voilà. C'est le truc comme ça désamorce bien, tout le monde est détendu, et en général, voilà, les réunions, ça se passe comme ça, quoi. Et dans le tas, les idées sont pas toutes si nulles que ça, en fait. Il y en a des très bonnes, et si on voit que ça fait marrer tout le monde, c'est que c'est la bonne, quoi. Alors du coup, une fois que tu as le pitch, une fois que tu as écrit le scénario, ensuite c'est le storyboard. C'est bien ça, c'est à ce moment-là qu'on va détailler scène, enfin le différent cadrage, les personnages, tous les éléments techniques dont on a besoin pour faire le dessin animé en lui-même. Oui, c'est ça, le storyboard c'est ni plus ni moins que le langage du cinéma, hein, c'est-à-dire un enchaînement tout le monde connaît les plans séquences, j'imagine, qui consiste à ne rien couper, à suivre une action dans sa totalité sans jamais que la caméra ne se coupe. Évidemment, ça arrive parfois. Nous, on en fait très rarement en dessin animé, ça coûte extrêmement cher. Mais en gros, le langage du cinéma, c'est un enchaînement de plans qui raconte une action, une histoire. Et donc, il s'agit de choisir le nombre de plans, ce qu'on appelle le découpage. C'est-à-dire qu'une scène est découpée en nombre de plans, et chaque plan est un angle de caméra, avec une action de personnage à l'intérieur. Sachant que cette caméra n'est pas forcément fixe, elle peut aussi bouger. Il a choisi sa caméra, c'est l'angle. Donc là on peut voir par exemple sur l'exemple que vous avez là, je ne vois pas très bien. Voilà, le tout dernier plan en bas, c'est un angle, un plan large, un petit peu en plongée. Donc la caméra est au-dessus, oui. Assez large, avec une focale assez large. Le plan où Oggy court avec la tapette, ça c'est ce qu'on appelle a priori un follow pan, je pense, c'est-à-dire que le décor défile derrière et on a les personnages qui font du in-out dans le champ, et c'est un plan moyen, voilà. Donc tout est, et la caméra est à peu près à hauteur d'homme. Donc après le storyboarder choisit ses caméras. Alors évidemment on n'a pas de vraie caméra en réel en dessin animé, hein, c'est une caméra virtuelle qu'on a dans la tête.
mais il y a vraiment le choix de l'angle de caméra, le choix du découpage, c'est-à-dire en combien de scènes on découpe une action, et évidemment l'acting du personnage qui est hyper important en cartoon, parce que c'est là où le personnage est stretché, il arrive énormément de transformations. Donc c'est vraiment la mise en image du scénario. Mais du coup, il y a un aller-retour entre le scénariste, le réalisateur, le storyboarder. Comment ça se passe? C'est beaucoup plus que la mise en image du scénario, parce que autrefois, dans les années 80, quand on travaillait dans des dessins animés, le storyboard, c'était la mise en image du scénario, et c'était pas beaucoup plus que ça. D'accord. À partir du moment où vous travaillez dans le slapstick, dans la comédie, il faut bien comprendre que chaque étape de la production d'un épisode doit enrichir la première. Et bien évidemment, comme nous, notre comédie, elle est extraordinairement visuelle, évidemment, toute une partie de la comédie ne peut pas être en place au moment du scénario. Elle va beaucoup naître du dessin, la comédie. Et le storyboard, c'est vraiment le cœur de la comédie, puisque c'est vraiment la façon dont la caméra est posée. Il y a aussi très important dans le storyboard, c'est là où il va y avoir le premier, ce qu'on appelle le posing du personnage, c'est-à-dire son attitude, son acting. Voilà. Et en comédie, la pose du personnage, c'est un élément des deux clés de la comédie, en slapstick en particulier. C'est vrai de l'animation en général, mais le slapstick c'est particulièrement vrai. Les deux clés de la comédie, c'est le posing et le timing. Il y a aussi, le timing, il va venir plus de l'animation proprement dit, pas du storyboard, quoique, puisque à la fin du storyboard, en fait, on va faire ce qu'on appelle une animatique. Les plans sont rentrés sur ordinateur et vont être mis au timing. Chaque plan va être mis au timing. Et donc, vous allez avoir un récit déjà très en place. Vous avez votre récit en place et vous voyez très bien si la comédie déjà fonctionne, alors même que c'est pas déjà animé. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que, et on va voir dans chacune des étapes comment il y a des couches de comédie qui s'ajoutent. Oui, le rythme est évidemment donné par l'anime elle-même. Qui est un vecteur de comédie. En général, dans le cartoon, on est dans une notion de timing assez dynamique. Mais il n'y a pas que ça, il y a la mise en scène aussi, c'est-à-dire le découpage aussi donne une certaine dynamique. Alors là, il y a aussi une question un peu, dans le cartoon un peu plus moderne, la mise en scène apporte plus de dynamique qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même essentiellement, c'était une caméra un petit peu plus tranquille, on va dire, un découpage un petit peu plus pépère, mais par contre avec des personnages extrêmement dynamiques dedans, avec, voilà, c'est un peu comme ça que sont construits les tabadjiri, etc. Après, avec l'évolution, avec certains dessins animés qui ont apporté un petit peu des changements là-dessus, on a commencé à travailler une mise en scène beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire que le découpage en lui-même apporte énormément de rythme. D'accord, et en fait, c'est à l'étape du storyboard où ce rythme de changement de caméra, de montage ultra rapide va se mettre en place. Et d'autant plus qu'avec la technologie aujourd'hui, les storyboards sont faits sur logiciel. Alors on dessine toujours tout à la main, hein. Donc souvent les gens disent mais aujourd'hui vous dessinez plus, non, tout est dessiné à la main. C'est juste qu'on les dessine sur une feuille, on dessine sur un écran. L'avantage c'est qu'après on peut effectivement timer tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut placer des caméras, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire avancer, si on fait un panoramique, on peut aller d'un cadre A à un cadre B et on a la caméra qui se déplace, quoi. Et tout ça on peut le timer après sur ce que tu marques, c'est-à-dire un animatique qui nous permet d'avoir déjà c'est pas un pré-montage, mais déjà avoir une bonne idée du timing général de l'épisode, quoi. D'accord, c'est comme une espèce de mini-film dans lequel on a l'essentiel des personnages qui bougent et on voit si ça marche en fait. C'est impressionnant parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire cette expérience incroyable avec des clients, des diffuseurs à qui je montre un projet. Souvent quand on développe une œuvre, on va écrire un épisode, un scénario d'un épisode pilote. On va faire le storyboard et l'animatique, donc on va filmer, mettre les plans au timing. Et puis pour que ce soit très complet, que les clients puissent comprendre ce qu'on veut faire, on va rajouter des bruitages, de la musique, etc. Et donc ça fait un petit film très très complet qu'on présente aux clients. Il m'est déjà arrivé souvent de revenir voir le client après, une fois qu'on a lancé la production, etc., lui montrer l'épisode. Le client me dit mais j'ai déjà vu cet épisode, pourquoi tu me le montres? Alors qu'il avait vu que l'animatique, c'était pas animé, il n'y avait pas la couleur, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, ça c'est vertigineux comme sentiment, c'est que vous savez que vous avez un très bon film en devenir, donc votre animatique elle-même suffit déjà à convaincre et à faire rire le spectateur. Sachant qu'avant, parce que voilà, avant il y avait le papier. Et alors quand on présentait, je sais pas, même nous en tant qu'auteur, quand on présentait un board à marque, on lui faisait les bruitages et tout, quoi. C'est-à-dire qu'on allait, on passait les pages comme ça. Et alors souvent il y avait des réalisateurs qui étaient plus doués que d'autres pour vendre leur truc.
C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient eux-mêmes tellement morts de rire que, genre voilà, c'était une espèce de rire communicatif, qu'on entendait d'ailleurs dans toute Ilam. Et voilà, il y avait cette espèce de... Donc c'est rigolo. Là cette étape a été un peu remplacée par l'animatique, mais c'était... Alors, ensuite, l'étape du layout, c'est l'étape un peu plus technique, il me semble. Là, on a tous les éléments qui doivent être ensuite retranscrits, enfin, donnés aux différentes équipes, les équipes qui s'occupent du décor, les équipes qui s'occupent des personnages multiples et variés, pour qu'ensuite les animateurs fassent leur travail, que les décorateurs fassent leur travail, chacun de leur côté. C'est bien ça l'idée? Oui, c'est-à-dire que le storyboard, évidemment, c'est donc en général, alors maintenant des fois c'est un peu découpé entre plusieurs storyboarders, mais en général c'est quand même un storyboarder qui prend 7 minutes, qui zig, c'est 7 minutes de film, donc en général c'est un storyboarder qui prend un storyboard, donc ça représente quand même un travail juste de dingue. C'est-à-dire qu'on parle de, je crois que j'ai compté une fois, c'est 450 dessins ou un truc comme ça. En gros, c'est une majorité de entre 110 et 120 plans. Mais on parle de plans, c'est-à-dire que les plans ils sont découpés. On a vu tout à l'heure que chaque plan, donc là on voit qu'il y a au tout début il y a 2 vignettes. Après il y a 5, non il y a plus, il y a je crois 6-7 vignettes pour le deuxième plan qui suit. Donc tout ça c'est des dessins à faire. Donc c'est une personne qui prend en charge ce truc-là. Donc évidemment, comme là on peut voir, ça reste du dessin, ce qu'on appelle rough, quoi, quand même. C'est du dessin un peu jeté, même si évidemment on attend aussi du storyboarder qui soit très précis dans les proportions et qui soit en général. Oui, mais voilà, ça reste du croquis parce que c'est des indications un peu plus techniques pour les. En fait, moi je dis toujours, pour les gens qui croient que c'est l'ordinateur maintenant qui fait les choses à la place des dessinateurs. C'est pas une intelligence artificielle qui fait tout? Non, voilà. Mais vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un long métrage de La Reine des Neiges, par exemple, il faut plus de monde qu'il n'en fallait pour faire Le Roi Lion il y a 20 ans. Et pourtant, il y a des ordinateurs. Mais parce qu'en fait, c'est toujours les dessinateurs. L'ordinateur, il ne permet qu'une chose, c'est d'augmenter les moyens de la mise en scène. Mais à notre service, une technologie qui nous permet de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a 20 ans. Mais pour accomplir, pour fabriquer et pour créer ces choses-là, c'est toujours des gens qui sont derrière. Et l'animation, c'est des équipes c'est des équipes où il y a beaucoup de monde, mais c'est entre guillemets assez hiérarchisé, même si ça évolue un peu en ce moment, parce qu'en fait dans une animation, il y a ce qu'on appelle les poses clés. Parce que je parlais tout à l'heure des posings, mais en animation, ce qui donne la comédie d'un personnage, c'est sa caractérisation. Et sa caractérisation, elle passe par le posing. Et donc sur quelques secondes, vous allez avoir quelques dessins clés à chaque étape de cette animation qui vont être le cœur de la caractérisation du personnage et de ce que le réalisateur essaie de faire passer au spectateur. Voilà, et ça c'est vraiment un travail, c'est un métier exceptionnel. Dans les vieux styles de cartoon, vous remarquez que l'animation est beaucoup très fluide, un peu presque continue. Quand on regarde les premiers Mickey Mouse, même les Tom et Jerry et tout ça, c'est une animation très intervallée. Mais qui favorise pas trop ce qu'on appelle favoriser la pause, quoi. Et après, il y a des dessins animés comme Ren and Stimpy et toute l'école un peu de Cartoon Network dans les années 90. Oui, c'est l'esprit du pause-to-pause. Qu'on appelle pause-to-pause, c'est-à-dire vraiment favoriser la pause, c'est qu'on travaille de la pause A à la pause B, à la pause C, et après, les intermédiaires sont plutôt assez rapides. Oui. Voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse un tout petit peu, il faut regarder la différence énorme entre la première saison de Zig et Charcot et la deuxième saison de Zig et Charcot. Et Hugo est vraiment responsable de l'évolution entre les deux saisons. Et on passe vraiment d'un cartoon classique dans la première saison à un cartoon moderne dans la deuxième saison, justement avec ces principes de pause-to-pause. On a un petit peu redesigné les personnages et ils ont acquis une dynamique et une mise en scène beaucoup plus moderne. D'accord. Alors, toujours, ça c'est les décors qui sont faits par des équipes particulières. On en parle assez rarement, malheureusement, des décors dans le slapstick parce qu'on se concentre sur les personnages et sur les actions de ces personnages, néanmoins, c'est ultra important. Alors, juste un petit truc qu'on peut dire sur les décors, c'est que pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ceux qui connaissent Oli, c'est une espèce de géographie, mais complètement à géométrie variable, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui est drôle, c'est que une pièce d'Oli peut faire 3 mètres carrés sur 4, comme 25 km sur 30. Donc on s'est hyper adapté, c'est vraiment la mise en scène qui décide d'une largeur d'une pièce. Si on a envie de faire une course de karting en DVC, on peut le faire. Voilà, c'est une espèce d'extension totale de la géographie, de la même manière qu'on squash des personnages.
Il y a une espèce de gestion du temps, de l'espace qui est un peu complètement laissé libre à un esprit créatif dans le cartoon. Et donc le décor en fait aussi partie, quoi. On peut voir que cet escalier, ça peut être sympa qu'il existe pour de vrai, mais évidemment là il est certainement nécessaire pour faire un espèce de... Je me rappelle plus de la scène, mais j'imagine qu'ils sont en train de glisser sur la rambarde. Oui, c'est les grands mots. Et évidemment, cet escalier, il est comme ça pour cette scène-là. Mais il change. Et 2 secondes après, il peut être juste, ça peut être 5 marches, quoi. Voilà, c'est comme dans le Loup de Wall Street, quand Leonardo DiCaprio, il rampe là sur le truc, où il y a plein de plans, même dans les films réalistes, il y a ça. C'est-à-dire qu'on voit des fois, dans les visions de Leonardo DiCaprio, il y a 50 marches, et en fait, quand on est en plan large, tout d'un coup, on voit juste qu'il y a 6 marches, en fait. Et oui, c'est un peu comme ça en cartoon, quoi. On a vraiment dans Oggy, on est parti d'une architecture qui est apparemment réaliste. Hein. Vous regardez les volumes comme ça, la maison au départ en haut à gauche, elle est relativement réaliste, hein. Elle n'est pas farfelue. C'est pas des zinzins d'espace, hein. La maison des zinzins d'espace, elle est complètement farfelue, elle tient pas debout. La maison d'Oggy, elle tient debout, hein. Architecturellement, ça tient. En revanche, elle est complètement pétée par la mise en scène à travers des décors qui vont d'un coup devenir énormes, des choses comme ça. Et la couleur qui joue un rôle, une couleur très pop, très flash. Alors on est parti sur quelque chose qui était visuellement super détonnant. Oui, en fait, c'est le côté à la fois rassurant parce qu'on s'identifie à ce pauvre chat qui est un peu martyrisé. Et en même temps, c'est le délire le plus total parce que c'est le côté défouloir du dessin animé, c'est ça? Oui, il y a une vie quotidienne qui est pas réaliste, mais enfin qui est inspirée de la réalité. Il soigne son intérieur, Oggy. Mais c'est vrai, c'est le roi du ménage et tout. C'est le ménage. Et dernière étape, la plus importante, c'est le compositing où on assemble à la fois les animations, les décors, on va rajouter les... Il n'y a pas d'étape plus importante que les autres. Pardon. Nous sommes tous égaux. Chronologiquement, la dernière étape avant la diffusion, c'est mieux comme ça? Où là, on va rassembler à peu près tout. Donc non seulement toutes les animations, les décors, les effets spéciaux, mais aussi le doublage. Et donc la musique, tout est mis en place en même temps. Et c'est à ce moment-là que Marc arrive en disant « ça va pas du tout trop tard ». Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, ouais, alors le compositing, c'est l'étape où on assemble tout. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu derrière le compositing quand même, quoi. C'est encore une étape où on peut modifier plein de trucs. Par exemple, simple exemple, hein, dans un VG défilant, c'est-à-dire que là, dans l'exemple là, alors je ne sais pas si c'est peut-être un in-out, mais imaginons que c'est un VG défilant, c'est-à-dire qu'on voit Oggy courir et derrière le VG défile pour faire comme si la caméra suivait Oggy en train de courir. Donc la vitesse du VG, des décors derrière, est gérée au compositing. D'accord. Voilà. Donc évidemment, il y a énormément de notions dans un plan qui sont gérées au compositing, qui sont hyper importantes, qui vont être plus ou moins dynamiques. On travaille aussi énormément la finalité de l'image, c'est-à-dire les filtres, les focus aussi, être focus sur un premier plan et puis être un petit peu flou derrière, ça peut aider à donner de la visibilité au premier plan. Il y a énormément de choses à faire au compositing. Moi perso, c'est une étape que j'adore, parce que j'aime bien fignoler l'image et c'est une étape où on peut faire plein de trucs. Et après, évidemment, le montage. Le montage est hyper important. Alors c'est vrai qu'en dessin animé, le montage est hyper anticipé quand même. Parce que comparé au docu par exemple, si on veut prendre un exemple un peu extrême opposé, où on a du rush à plus en pouvoir et que d'ailleurs les gens du docu passent des semaines et des semaines à dérocher leur plan parce qu'il faut, voilà. Nous évidemment on a déjà un peu tout prévu, quoi. Parce que ça coûte tellement cher et ça implique tellement de monde de dessiner tout ça qu'on peut bien comprendre qu'il faut éviter de faire des plans pour rien. Et c'est pour ça qu'on fait du storyboard. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, tout le cinéma de super-héros et compagnie sont bordés en fait. Parce que c'est des plans qui coûtent tellement cher qu'il faut les prévoir à l'avance. On ne peut pas se permettre de se lancer comme ça dans l'inconnu. De toute façon, c'est trop technique. Donc, nous, c'est un peu pareil. Donc, le montage, il est retravaillé dans la finesse du timing, mais en vrai, il est déjà quand même vachement posé à l'animatique. C'est vraiment le montage, normalement, c'est l'étape. Pas la plus simple, mais c'est le dernier moment où on peut rendre le truc encore plus drôle. C'est ça, encore plus dynamique, on affine, on est des fois à l'image près. Hein. Quand on commence le montage, la narration elle est déjà en place puisqu'elle a été gouvernée par l'animatique. La narration elle est en place, l'animatique, on sait comment on raconte les histoires, les plans sont très en place, etc. Et ensuite, le montage,
ben, ça va être un affinage. C'est vraiment, on est dans le fine tuning et on affine pour recréer de la dynamique, corriger un truc. On peut virer des plans aussi. Virer des plans. Il me fait virer des plans. D'accord, donc là, vous dites, j'ai travaillé 6 mois pour rien, non, même pas. Non, mais voilà, on se garde un petit peu de marge de manœuvre justement pour essayer de perfectionner. Et puis ensuite, il y a tout le travail du son qui est. Bon, là, on n'en parle pas, mais en slapstick, le son, c'est aussi important que l'image. Hein. Nous, le son, c'est pas juste du scoring. Le son, c'est une composante de la comédie. Les bruitages ne sont pas réalistes. On ne peut pas déduire de l'image le bruitage. C'est une invention de bruitage et on crée une alchimie particulière entre le son et l'image qui va générer une nouvelle couche de comédie. Idem pour la musique, qui est un vrai personnage. La musique, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Pour rentrer un peu dans le détail, le son est géré sur les bruitages. C'est fait en deux parties, ce qu'on appelle les follets, qui sont les bruitages naturels, qui sont encore faits, parce que ça c'est très dur à faire en digital, quoi, donc c'est suivre les pas, les bruits de pas. Il y a déjà toute une proposition qui est faite par quelqu'un qui est donc devant l'écran et qui fait des bruitages à l'ancienne, qui les enregistre à l'ancienne et qui fait déjà donc ces parties follets. Ça en général c'est après récupéré par quelqu'un qui s'occupe du sound design et qui là rajoute des effets digitaux qu'il a en banque. Et en fait la complémentarité des deux fait une richesse incroyable sur le son qui est vraiment le support de la comédie en cartoon. Et voilà. Et pour la musique, c'est véritablement des enjeux de montage qui sont très proches des enjeux de montage de l'image, quoi. C'est-à-dire que, sauf qu'en plus là, on est vraiment dans un truc de création, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, le montage d'image est très anticipé par l'animatique. Là, en musique, a priori, on n'a pas anticipé, quoi. Donc faut arriver à trouver un rythme très particulier, juste en montant la musique sur l'image, quoi. Donc on travaille avec là aussi deux types c'est un peu sectionné en deux parties. Souvent, c'est un compositeur qui fait des thèmes, qui fait parfois des thèmes à l'image, mais on a aussi un monteur musique qui n'est pas forcément le compositeur, mais qui fait le montage musique spécifiquement, quoi. D'accord. Et donc ensuite, ça passe à la télévision et normalement tout le monde est content, en tout cas marqué content. Si ça passe, ça veut dire qu'il est content. C'est surtout les artistes qui ont fait qui sont contents parce qu'ils sont contents de voir leurs œuvres diffusées à la télévision. En même temps, si tu leur coupes du plan... Non mais c'est surtout que quand on a fait un épisode, comme on l'a vu a priori 150 000 fois, quand on le fabrique, on le regarde pas forcément à la télé après, évidemment. Mais on est content qu'il passe. Oui, on est content qu'il passe, évidemment. C'est que ce soit vu par le public. Et alors, l'une des séries les plus célèbres de Dylan, c'est quand même Zig et Charcot. Alors, initialement, c'était pas le titre, c'était La Hyène... La Hyène, la Sirène et le Requin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez viré la sirène? D'abord, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est un tout petit peu compliqué de dire la hyène, la sirène et le requin. Donc on a préféré utiliser les personnages pour identifier. Et puis pareil, il y a Zig, Marina et Charcot. Et puis l'antagonisme, en fait, il se fait surtout entre Zig et Charcot. Donc on voulait que le titre incarne cet antagonisme. Cela dit, le personnage de Marina a beaucoup évolué d'une saison à l'autre. Ah, c'est un vrai sujet en fait, parce que... Excellente question. Non mais, en vrai, Marina, dans la première saison, on parlait tout à l'heure de la différence entre la première saison et en vrai toutes les autres. Elle était juste, effectivement, cet objet de désir, c'était un casse-croûte, quoi. C'était un sandwich, un joli sandwich. Bon, c'est pas hyper 2023. Donc on s'en est rendu compte assez vite. Hein. Ah bon? Donc il n'est jamais trop tard pour changer. Donc voilà. On a eu de cesse, à partir de la deuxième saison, d'essayer de mettre Marina un peu au centre des histoires et qu'elle ne soit pas juste cet appât en fait, qui est juste bon à se composer sur un rocher au milieu de la mer. Elle est beaucoup plus moteur maintenant dans les histoires et c'est elle qui lance souvent les thématiques. Ça tourne beaucoup plus autour d'elle. Surtout que dans la quatrième saison, il y a une petite surprise que vous verrez tout à l'heure, mais voilà. Et en gros, voilà, on a beaucoup fait évoluer Marina. Donc ça pourrait presque maintenant s'appeler Zig, Marina et Charcot, mais ça reste trop long quand même, et puis on change pas un titre de... D'accord, parce qu'en plus, il y a d'autres personnages secondaires qui, eux, sont plus ou moins secondaires. Ça a été le gros apport de la saison 2. En fait, en gros, dans la saison 1, il y avait vraiment Marina sur son rocher au milieu de la mer, Zig sur l'île, et Charcot qui protège Marina sur la mer. Et dans la saison 2, j'ai vraiment proposé à Marc de rassembler tout ça, rassembler tout le monde sur l'île,
pour faire vivre vraiment une petite communauté de plagistes et une petite communauté d'animaux marins qui seraient finalement presque plus humains qu'autre chose dans leur comportement, parce que c'est des animaux marins qui sont sur la plage, ils sont quand même un peu cons et un peu bêtes. Mais ça nous faisait rigoler que tous les animaux marins soient sortis de la mer pour se dorer la pilule sur la plage comme le font les humains, quoi. Et ça faisait surtout une espèce de petite communauté récurrente autour de nos personnages et ça a apporté, je crois, un truc dans l'univers un petit peu plus riche que la base qui était très justement sur des antagonismes très basiques du cartoon sur la première saison, et on a enrichi ça dans la deuxième. Donc ça veut dire que Ziggy et Charcot maintenant c'est un univers humain critiqué à travers le slapstick. C'est combien de niveaux de lecture là? Alors, comme on disait tout à l'heure, on essaie d'aborder des thèmes un petit peu plus riches, un peu plus intéressants que juste genre tu veux piquer ma sirène, je te tape sur la gueule, quoi. On essaye de travailler, bon, on s'adresse aux enfants quand même. Donc c'est pas qu'on essaie de passer des messages moralisateurs, mais c'est intéressant d'aborder des sujets avec eux, quoi, des vrais sujets de société ou des vrais on essaie de leur parler, et puis aussi pour capter leur attention, pour que les histoires soient intéressantes, il faut aller un peu au-delà du simple gag, du coup de poing et tout ça, quoi. C'est vrai que ça parle aussi on s'adresse aussi aux adultes, puisque 40% de notre audience en moyenne, en fait, ce sont des adultes. Donc évidemment, c'est la double lecture. On s'adresse, en fait, on a trois publics. On a le public des enfants, le public des adultes qui pensent encore comme des enfants. Il y a un côté régressif. Et puis il y a un vrai public adulte qui, en tant qu'adulte, vont lire des messages qui leur sont adressés en tant qu'adultes. Voilà. Donc c'est assez sophistiqué. Il y a des gens qui rentrent de soirée complètement bourrés et qui adorent regarder nos cartoons. Parce que apparemment ça marche très bien quand on est dans un état second. J'ai beaucoup entendu parler de gens me dire quand je reviens de soirée, je regarde Ziggy et Charcot, ça m'éclate. Voilà. C'est un conseil. Bon bah écoutez, vous savez ce qu'il faut faire ce soir, hein. Très tard. Ouais, ça peut remplacer la drogue, hein. Moi je dis plutôt que de prendre de la drogue, regarder du Ziggy et Charcot, ça peut le faire. Okay. Un petit conseil à la jeunesse. Bon bah la jeunesse, hein. Donc, même principe, on va revoir les mêmes étapes, mais du coup moi ce qui m'intéressait c'est cette dynamique à trois, ça s'enrichit au fur et à mesure, mais c'est la même chose aussi dans Oggy et les cafards, il y a de plus en plus de nouveaux personnages aussi dans Oggy et les cafards. C'est lié à quoi? C'est parce qu'il fallait renouveler, il fallait... en fait, oui, quand vous êtes sur chaque saison fait 78 épisodes. Donc quand vous repassez à une nouvelle saison, pour ne pas se répéter, il faut trouver des nouvelles dynamiques. Alors dans Oggy, la première saison, il est grosso modo... les deux premières saisons, il est grosso modo chez lui, avec les cafards. Il y a quelques échappées ici et là, mais on est vraiment sur l'antagonisme, sur le gag et sur la relation entre les cafards. Et à partir de la troisième saison, on commence à prendre des jobs. On voit Oggy qui prend des métiers, il y a une espèce de début de maturité en quelque sorte, ça se passe souvent assez mal, mais en tout cas il essaye de bosser le Oggy. Bon, évidemment les cafards vont se mettre en travers de ça. Quatrième saison, Oggy tombe amoureux d'Olivia, donc apparition d'un nouveau personnage, le personnage d'Olivia, qui vient apporter de la tendresse, de l'émotion, des challenges aussi nouveaux, de l'embarras évidemment, et qui crée toute une nouvelle dynamique et qui enrichit les situations. Et la cinquième saison, là on est carrément parti loin, puisqu'on est parti à travers le temps l'histoire et la géographie, et on pose comme principe, grosso modo, que la bataille de Oggy et les cafards a existé depuis toujours, donc que ce soit la préhistoire, que ce soit en Égypte, le temps de Napoléon, etc. Et c'est très très amusant, parce qu'évidemment là on injecte plein de nouveaux personnages de l'histoire, plein de nouveaux décors aussi, on enrichit beaucoup, et ça devient un truc de dingue. La saison 6 et 7, on est revenu parce qu'on a repris les histoires de la saison 1 et de la saison 2 qu'on a modifiées, et puis on a rajouté des histoires où on introduit plus des objets plus modernes, etc. Voilà, donc alors Ziggy et Charcot, Ziggy et Charcot, il y a eu des évolutions à chaque saison aussi. De toute façon, ça c'est un peu une volonté du producteur à ma droite. À chaque fois qu'on démarre une nouvelle saison d'Oggy ou de Ziggy et Charcot, en gros il nous fait bon les gars, va falloir me trouver une autre idée, quoi.
Et on commence déjà, avant même d'écrire les nouveaux épisodes, on commence déjà en gros à proposer à Marc une idée globale sur la nouvelle saison. Bon, j'imagine que c'est intéressant aussi pour les diffuseurs, parce que les diffuseurs ils aiment bien rediffuser des choses qui marchent, mais ils ont envie aussi d'avoir de la nouveauté. Donc nous on essaie de proposer quand même, et on pense aux spectateurs tout simplement, qui aiment bien retrouver ses héros favoris, mais en même temps dans un contexte qui a évolué. Voilà, on cherche toujours, donc Zig et Charcot c'est quoi? Donc, on disait tout à l'heure, la première saison comme ça, deuxième saison tout le monde sur la plage avec tout un univers de plagistes, avec Zig qui se retrouve plutôt lui planqué dans une carlingue dans la jungle. Troisième saison, tout le monde sur un paquebot, à des zooms, tout le monde part en croisière. Et quatrième saison, c'est le mystère, c'est le secret. D'accord. On va voir tout à l'heure peut-être la surprise. On aura une surprise pour la nouvelle saison. Mais alors, du coup, on rajoute plein de personnages, plein d'histoires secondaires pour enrichir l'univers qui n'en manque plus que juste de la comédie un peu rigolote. Oui, alors il y a aussi parfois des petits personnages incidents qui ont l'air d'être incidents, mais en fait qui jouent un rôle important. Il y a le personnage du pilote qu'on va beaucoup développer dans la deuxième saison, un personnage un peu absurde. Et puis il y a le personnage de Bernie, qui est vraiment un personnage génial, qui est le complice, c'est un peu dans la... C'est le cerveau, mais en même temps, il n'arrive pas assez fin. Oui, au théâtre, c'est le Sganarelle, quoi. C'est vraiment le personnage qui est affectivement lié à Zig et qui est prêt à tout pour aider Zig à accomplir son désir. Un personnage hyper inventif. Et on a même fait d'ailleurs une série, un spin-off autour de Bernie qui s'appelle Les Aventures de Bernie, qu'on trouve aussi sur Gulli et sur YouTube, qui marche très très bien. Et voilà, souvent des personnages incidents deviennent parfois les héros d'une série. Ok. Bon, du coup, malheureusement, je vous ai fait parler beaucoup, mais il faut absolument qu'on passe l'épisode.